messieurs, bonsoir. Très heureux d'être encore au rendez-vous des affaires de la cité. Si Ebola est la maladie de l'année ou du siècle, Awa Marie Coll Seck est sans conteste la femme de l'année. La ministre de la Santé et de l'Action sociale s'est en effet illustrée avec succès par sa détermination à barrer la route à l'épidémie qui fait des ravages depuis plusieurs mois en Afrique de l'Ouest. Sa gestion du dossier médical, en bon médecin qu'elle est, me diriez-vous, est saluée par tous, y compris par les détracteurs de l'actuel pouvoir. Un seul cas dit importé dans une sous-région où le nombre de morts causés par la terrible maladie se compte par centaines, c'est une sacrée prouesse. Rollback Ebola, un slogan en marche et qui produit des résultats au Sénégal. Votre émission, Les Affaires de la Cité, a donc le plaisir pour la deuxième fois d'accueillir la ministre de la Santé. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Qu'est-ce qui a été le plus déterminant? La science de l'épidémiologiste ou la volonté politique du ministre, donc du gouvernement? Je peux dire que c'est beaucoup de choses autour du ministre et non pas le ministre en tant que tel. D'abord, l'équipe dont j'ai parlé tantôt, mais également, surtout la préparation que nous avons eue bien avant ce cas-là. Nous avons eu un comité national de crise qui a été, et qu'on appelait même de pilotage, qui a été mis sur pied au mois de mars. Dès que nous avons entendu dire qu'il y avait Ebola au niveau de la République de Guinée. Et pendant tout ce temps-là, il y a eu une préparation qui a été faite au niveau du personnel avec une formation vraiment, puisque c'est une maladie qui n'était pas courante et qui n'est pas trop connue et même pas très bien enseignée. Donc il fallait reprendre la formation du personnel. Mais nous avons également impliqué tous les secteurs, dont les secteurs du transport, les secteurs de l'éducation, le secteur, la sécurité, les forces armées. Donc tout le monde s'est impliqué dans le cadre de la préparation. On se disait peut-être qu'on aura un malade, peut-être qu'on n'en aura pas, mais on était en train de se préparer. Et il faut dire aussi que après que nous ayons eu le cas, nous avons renforcé notre mécanisme de coordination, mais également de mise en œuvre. Et c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de commissions qui ont été mises sur pied. Et je voudrais parler de la commission prise en charge, puisqu'on a eu, disons, l'exemple du service de maladies infectieuses, qui est aujourd'hui dirigé par le professeur Seydi. Et c'est donc toute une génération de personnes qui sont passées dans ce service. Et moi, la personne qui m'a beaucoup marqué, j'en profite pour le dire, c'est mon maître, le professeur Diop Mar. C'est vraiment lui qui a donné une grande impulsion à ce service-là. C'est pour ça d'ailleurs que son nom est lié au service, puisque le service s'appelle aujourd'hui Clinique Ibrahima Diop Mar. Pour en revenir donc à cette prise en charge, le professeur Seydi était vraiment aux premières loges et avec son équipe, ils ont eu à prendre en charge le malade, avec le soutien bien sûr de la direction de l'hôpital, du ministère en tant que tel. Bon, tout le monde a soutenu, mais c'est eux qui étaient aux premières loges. Et je voudrais vraiment leur rendre hommage. Les médecins, les infirmiers, les brancardiers, les garçons de salle, tout le monde s'est impliqué. Il faut dire que nous avons aussi d'autres commissions, celles qui s'occupent de la surveillance épidémiologique. Il fallait par exemple, à partir de ce cas, prendre en charge les cas contacts du malade. Donc, cela, c'est beaucoup de travail également. Il y a les commissions, par exemple, une commission intéressante, qui est la commission sociale et comportementale, parce que Ebola nécessite des changements de comportement, des études des caractères des personnes, etc., pour mieux tester d'ailleurs les messages, mais voir aussi comment permettre aux personnes de changer de comportement. Une commission communication, donc on est quand même organisé. Et je voudrais dire également que nous avons été appuyés par beaucoup de partenaires, comme l'OMS. Madame la représentante de l'OMS est là. Nous avons eu également l'UNICEF, Médecins sans frontières, la Banque mondiale. Nous avons eu des soutiens également de la Fondation Gates, du CDC. Donc vraiment, moi je considère que c'est vraiment tout le monde qui s'est battu. Mais toutes les personnes aussi et toutes les institutions comme l'Assemblée nationale,
Je suis contente que vous ayez invité aussi d'honorables députés. Ça montre vraiment que le Sénégal a pris en charge cette chose. Mais ça, sous la houlette de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre. Et il faut le dire, nous sommes dans un pays où le chef de l'État a très tôt pris en charge cette pathologie. Et c'était tout le temps que j'avais des questions et des prises de position qu'il me demandait d'avoir. Et donc, il était toujours là. Cela aussi contribue vraiment à la riposte. Et je crois que c'est tout ça. C'est pour ça que je suis longue. Je ne peux laisser personne, les syndicats. Tout le monde s'y est mis. Et donc, je considère que c'est l'affaire de tous les Sénégalais et de tous les acteurs. Mais la maladie n'est pas totalement vaincue. Ah, c'est mon maître mot. Vigilance, vigilance, vigilance. Car on pourrait avoir encore un cas ou deux cas ou des cas. Et donc, il faut qu'on reste vigilant et que toutes les mesures que nous avons prises puissent être mises en œuvre et que nous soyons prêts. Tant qu'il y aura un cas dans la sous-région, on doit rester vigilant. Alors, Monsieur le ministre, le mois dernier, nous recevions un ancien enfant de troupe, ancien ministre du Plan El Hadji Ibrahima Sall. Ce soir, c'est vous, ancien enfant de troupe. J'espère qu'on ne nous accusera pas de parti pris. Décidément, vous êtes partout, vous, les anciens enfants de troupe. Vous êtes exclus du Prytanée, vous atterrissez au lycée Lamine Gueye. Aujourd'hui, ironie de l'histoire, vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Le gréviste que vous avez été face aux élèves, face aux enseignants, dirait quoi? Je dirais que lorsqu'on est jeune, quelquefois on est emporté par un certain nombre de convictions et je pense que ces convictions sont utiles dans la formation de l'homme. Et ce n'est pas des moments à regretter. La jeunesse est faite de rébellion, de remise en cause de l'ordre établi. Et au Prytanée militaire, c'était une exception de faire la grève, parce qu'en principe, le règlement de l'école l'interdit. Ouais. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand j'ai eu mon bac en terminale et que je devais aller en France, je me souviens, le directeur des bourses de l'époque, Lopez, quand il a vu mon bulletin de première, il a sursauté, il m'a dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce que j'avais de très bonnes moyennes. Et puis on avait mis en bas, dans le bulletin « Appréciation du commandant de l'école », exclu pour participation à un mouvement d'insubordination collective. Pour vous, à l'époque, il était interdit d'interdire. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je lui dis, en termes civils, ça veut dire que j'ai participé à une grève. Oui. Maintenant, c'est enrobé de tout le vocabulaire militaire. Parce que c'était une insubordination collective. Ouais. Mais je pense que tout ça a participé à ma formation. Il était interdit d'interdire pour vous? Absolument. Ouais. Et en réalité, la première grève qu'il y a eu au Prytanée militaire date de l'époque où il y avait le fils du président Lamizana. Parce qu'à l'époque, lorsque les enfants venaient au Prytanée au mois de septembre, ils n'allaient ni aux vacances de Noël, ni aux vacances de Pâques, de Tabaski. Ils y restaient 9 mois. Et quand le fils du président Lamizana était à l'école, au mois de... L'ex-Haute-Volta. L'ex-Haute-Volta, au Burkina Faso. Et son papa avait pensé le prendre pendant les vacances de Noël. Et donc, c'était une révolte face à l'injustice et l'inéquité. Et les enfants ont dit, mais si lui, il part en vacances de Noël, nous aussi, nous devons aller en vacances de Noël. Yeah. Et c'est comme ça que la première grève a eu au Prytanée militaire de Saint-Louis. Je pense qu'au niveau de l'armée, c'était quand même une exception de faire la grève dans ces conditions-là. Ce qui m'a valu, je crois, 7 jours d'arrêt de rigueur. C'est comme ça qu'on appelle la prison dans l'armée, au camp El Hadji Omar de Sud, à Saint-Louis. Y a-t-il une contradiction pour l'archevêque Sérère, et j'insiste bien sur le mot Sérère que vous êtes, entre la croyance au Pangol et la croyance en un Dieu unique? Alors, je dirais que j'ai l'habitude de dire que la foi de mes ancêtres sérères, que j'ai pu percevoir et dans ma famille durant mon enfance et dans mon village, bien que le christianisme était déjà présent, je dis donc que cette foi de mes ancêtres sérères rejoint la foi de l'Ancien Testament en un Dieu unique, un Dieu créateur,
un Dieu qui est témoin de ce que les hommes vivent sur la terre, un Dieu qui attend des hommes qu'ils fassent le bien, et aussi un Dieu qui jugera les hommes lorsque, après leur mort, ils se présenteront devant lui. Cela, je l'ai nettement perçu dans les conversations que j'entendais dans mon village, auprès de mes parents, comme auprès des autres habitants du village. Alors, sur cette foi en un Dieu unique créateur, témoin de ce que les hommes font et qui les jugera, que nous partageons donc avec l'islam et l'Ancien Testament, eh bien les Sérères ont développé la croyance aux esprits. Les esprits, les pangols, et ensuite évidemment les djinns et autres esprits. Alors c'est là que peut-être il y a une différence avec la foi chrétienne, parce que la foi en un Dieu unique de l'Ancien Testament se présente simplement dans le Nouveau Testament, le développement de la foi en Dieu, trois personnes, un Dieu trinitaire. Mais c'est vraiment le même Dieu, un seul Dieu plutôt, mais que en écoutant, en regardant la révélation de Jésus-Christ, qui parle de Dieu comme étant Père, Fils et Esprit Saint, tout en étant un, que l'Église a développé le concept de Trinité et qu'elle résume dans cet enseignement un seul Dieu en trois personnes. Donc c'est cela vraiment est conforme, et je peux dire que j'ai perçu tellement de choses dans la religion de mes ancêtres, leurs croyances et leurs pratiques, qui m'apparaissent comme ce qu'on appelle des pierres d'attente du christianisme. Ça veut dire des choses qui sont en conformité, ou alors comme des bases sur lesquelles le christianisme pourra venir s'enraciner et pourra développer. En plus de cette foi en Dieu, il y a par exemple la question de la morale. Ce que j'ai perçu dans mon enfance et dans mon éducation, c'est que dans les 10 commandements, à part les 3 commandements concernant Dieu, les autres commandements concernant les relations humaines. Par exemple, pour les enfants, l'amour des parents. Quand dans la Bible on dit « tu respecteras ton père et ta mère et tu auras longue vie », le CRS sait effectivement qu'il faut respecter son père et sa mère et le mieux que l'on peut. Quand la Bible nous dit, le commandement nous dit « tu ne voleras pas », le CRS sait aussi qu'il ne doit pas prendre le bien d'autrui. Et l'autre jour, j'étais tellement heureux d'entendre un CRR réclamer qu'il faudrait, par exemple, qu'à Fatick, eh bien, on ait des journées culturelles pour essayer de retrouver les valeurs de la culture CRR et même les transmettre aux générations à venir. Et donner un exemple. Il dit autrefois, vous confiez votre argent à un CRR, par exemple 1000 francs, il vous les garde. Mais quand il doit vous les rendre, non seulement il vous rend vos 1000 francs, mais si vous ne faites pas attention, c'est le même billet de 1000 francs qu'il vous rend, ce qui montre qu'il n'a pas touché à votre argent. Et je dis ça, c'est une valeur que le Sénégal d'aujourd'hui devrait pouvoir retrouver. Les Sérères ne sont pas les seuls. Autrefois, je pense, dans la plupart de nos ethnies, ce qui ne m'appartient pas est sacré. Je ne dois pas y toucher. Mais en tout cas, je peux dire qu'en ce qui me concerne, Sérère, ce que j'ai appris dans mon enfance, c'est même en quelque sorte avoir peur du bien d'autrui, le respecter, ne pas y toucher. Alors donc je dis, c'est des valeurs dont le Sénégal d'aujourd'hui pourrait vraiment, devrait retrouver et essayer de voir comment les retrouver, parce que vraiment devant le détournement, la corruption, etc., on s'amuse un peu avec l'argent, on s'amuse avec le bien d'autrui, alors qu'on devait respecter ce qui ne nous appartient pas. Alors, bref, donc c'est pour dire que j'ai trouvé vraiment dans l'éducation sérère que j'ai reçue et la morale sérère que j'ai apprise comme des pierres d'attente de ce que le christianisme m'a enseigné et dans lequel donc, le christianisme m'a vraiment conforté et consolidé. Alors donc pour revenir à la foi, c'est aussi au niveau des pangols et de ces esprits qu'il y a des divergences avec le christianisme, parce que pour nous aujourd'hui, les pangols, est-ce qu'il faut en faire des esprits découlant de Dieu, par exemple les anges, ou des ancêtres plus ou moins, donc pas déifiés, parce que pour le Sérère, les pangols ne sont pas Dieu. Dieu est bien différent des pangols, mais c'est des esprits qui sont plus forts que les hommes, qui interviennent dans la vie des hommes, dans le sens du bien souvent, mais parfois aussi pour punir. Donc c'est là que le christianisme essaie de voir quel tri faire pour que tout ce qui est bien puisse être renvoyé jusqu'à Dieu, mais ce qui est vraiment mal puisse être vraiment combattu. Et aujourd'hui, par exemple, je suis persuadé
qu'il nous faut faire très attention aux pratiques occultes. Ces pratiques occultes rendent permanentes en nous des dispositions qui ne sont pas des meilleures. Parce que grâce à ces pratiques occultes, je peux nourrir en moi la haine contre quelqu'un. Et je peux même aller jusqu'à vouloir faire du mal à quelqu'un et tenter de le faire alors que personne n'en sait rien. Je dis toujours que l'Africain demeure violent comme tout homme. Mais pendant que l'Américain, dans la tradition de cow-boy, prendra un pistolet, tire sur vous en plein jour devant tout le monde, l'Africain, lui, se cache et c'est la nuit qu'il essaie de vous faire du mal par les pratiques occultes. Alors je me dis, méfions-nous. Cela permet de continuer à vouloir faire du mal, en tout cas à porter préjudice aux autres sans être vu. Et il faut vraiment que nous acceptions de reconnaître qu'à partir du moment où je nourris la haine contre quelqu'un, à partir du moment où je veux faire du mal à quelqu'un, j'ai déjà fait le mal. Ça, dans l'Évangile, le Christ nous dit que le péché commence au fond, au cœur de l'homme, même si l'homme on ne voit pas ça à l'extérieur. Très bien. Ouais. Tout est parti de la rupture du contrat entre l'État du Sénégal et Kumba Ressources dont vous étiez l'avocat. Que pensez-vous de ces derniers développements concernant l'affaire ArcelorMittal, comme je le disais au départ, Kumba Ressources? Écoutez, je suis profondément peiné d'avoir à participer à ce débat que j'ai évité depuis très longtemps. Même lorsque la sentence a été rendue, je me suis gardé d'en parler et vous avez voulu même une fois que je revienne sur cette question le 21 août 2010 à l'émission Grand Jury où vous m'aviez invité, vous m'aviez posé la question de savoir, maître, votre dossier, qu'est-ce qu'il est devenu? Et je vous avais répondu en vous disant, adressez-vous à ceux qui avaient l'habitude de s'étaler dans la presse, de vous dire qu'est-ce que ce dossier est devenu. Parce que depuis juillet 2010, donc 3 mois avant votre émission, une sentence avait été rendue qui condamnait l'État du Sénégal à la somme de 98 millions de dollars. Sur cette base, avec la clause de confidentialité et à l'approche d'élections présidentielles de 2012, avec tout ce qu'on avait promis, vous comprenez que l'État avait choisi, avec le régime de l'époque, de s'installer dans le silence total. Et pour respecter également cette clause de confidentialité, je me suis gardé de m'exprimer à partir de ce jour sur ce dossier. Mais aujourd'hui, vous comprendrez avec beaucoup de tristesse, lorsque je vois le chef de l'État de l'époque dire lors d'un meeting quelque chose d'extrêmement grave qu'on ne cherche pas à analyser à travers les premiers propos qui ont été tenus, c'est là où je suis à la fois triste. Et on est passé à côté du débat, parce que si vous vous souvenez, ceux-là qui avaient tenu des conférences de presse, des points de presse, souvent par ministre interposé, le président en conseil de ministres, disait que ce procès, nous ne pouvons pas le perdre parce que Kumba Ressources a violé délibérément le contrat et nous avons le droit avec nous, donc nous voulons tranquilliser le peuple sénégalais. À une réponse que j'ai apportée à la presse, j'ai dit c'est dommage, si nous ne réglons pas ce dossier, nous allons faire payer des sommes faramineuses aux générations à venir. Et chaque fois, on rassurait le peuple comme quoi l'État du Sénégal était confortablement assis sur un dossier ou un droit. En tout cas, ses avocats n'avaient pas de problème. Alors, à ce meeting, voilà ce qu'on nous apprend. Mittal est venu nous proposer la rupture, moyennant des sommes d'argent tout de suite que nous allons provisionner pour payer l'indemnisation future de Kumba. J'ai appelé Maître Niang pour lui en parler en lui disant d'annuler tout de suite le contrat. Il m'a dit, mais attention, nous risquons d'avoir des problèmes. Je l'ai rassuré en lui expliquant que Mittal est prêt à dédommager effectivement Kumba Ressources. Alors, pour des gens qui ont toujours tenu le langage contraire, à savoir que dans cette affaire, ils sont avec le droit. Dans cette affaire, c'est Kumba Ressources qui a tort. Voilà subitement des gens qui acceptent de dire non seulement nous avions tort et nous le savions, mais encore une fois de plus, nous avions même préparé des sommes d'argent en cas de condamnation que celui qui venait devait payer.
et personne ne trouve à redire. C'est triste. Et je dois dire, c'est la parole d'une autre personnalité de l'État à l'époque, vis-à-vis du peuple sénégalais, mais aussi des investisseurs qui doivent nous faire confiance à travers notre engagement sincère, qui doivent nous faire confiance à travers ce que nous avançons dans le cadre d'un contrat. Mais lorsque nous leur disons, vous vous êtes mal comportés dans ce contrat qui est la loi des partis, et qu'on se retrouve devant la télévision pour dire aux yeux du monde, partout, oui, nous voulions rompre parce que nous voulions retirer. Et tout à l'heure, j'ai entendu un avocat répéter la même chose que le président Wade. J'ai sursauté puisque c'est la confirmation de ce que je viens de dire et d'un discours, en tout cas, que vous n'aviez pas entendu puisque la presse est là pour expliquer donc dans les détails tout ce qui a été tenu comme propos et c'est ça qui est déplorable. Transmis par des insectes sont généralement des virus méchants, c'est-à-dire qui tuent parfois à tous les coups. Ceci n'est pas le cas du virus de la fièvre jaune. Il existe un vaccin. Quant à la fièvre hémorragique virale Ebola, les traitements mis au point pour expérimentation, encore un espoir. En attendant, éviter ces facteurs de contamination. Depuis le sang et le sperme jusqu'à la salive, aux larmes ou à la sueur, dit-on. Vous voyez, ça va jusque-là. D'où les règles de stricte protection. Des règles d'avertissement également en cas de suspect. La fièvre, surtout s'accompagnant de saignements, de diarrhée sanglante, de vomissements sanglants, etc., à plus forte raison de saignements cutanés ou muqueux, mais surtout la notion d'un contact avec une personne soit malade, soit décédée, dont il est confirmé que c'était dû au virus Ebola. Depuis l'apparition de la maladie en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, dans son plan de riposte, est entré dans la phase épidémique après la découverte du premier cas. Prévention numéro 1, hygiène rigoureuse. Nous n'avions pas, il faut le reconnaître, conservé les bonnes habitudes de base qui consistent dans les services de santé à un certain type de comportement. Consulter les malades avec des gants, utiliser des masques dans certaines conditions, utiliser donc des papiers changeables à usage unique sur les tables de consultation. Aujourd'hui, elle est de rigueur. Faire face à Ebola, c'est renforcer le système sanitaire, doter les centres et postes de santé de moyens suffisants, relever davantage le plateau technique du service national de référence qui prend en charge les maladies infectieuses. Autre défi majeur, mutualiser les efforts envers les pays touchés, mais avec la fermeture des frontières, un autre problème se pose. Est-il facile de les contrôler? Je voulais revenir sur l'approche sous-régionale dans le cadre de notre stratégie. Nous avons des organismes sous-régionaux comme la CEDEAO, l'Union africaine au niveau africain et même des institutions purement sanitaires comme l'OAS qui est aussi au niveau de la sous-région le réceptacle de tous les problèmes et de toutes les solutions en matière de santé dans la sous-région. Donc il y a eu des rencontres qui se sont organisées et j'ai assisté personnellement à certaines de ces rencontres où j'étais avec mes pairs ministres de la Santé pour travailler sur des plateformes, sur des plans d'action. Nous avons aussi, mes collaborateurs ont eu à aller dans plusieurs réunions techniques que le docteur Ndiaye, ici présent aussi, va aller dans une de ces réunions dans quelques jours. C'est dire qu'il y a réellement cette approche sous-régionale, mais il faut dire que parfois on reste sur notre faim, parce que les réunions aussi ne vont pas régler le problème d'Ebola. Et nous voudrions qu'au niveau africain et au niveau de la sous-région, qu'il y ait une mobilisation, notamment des ressources beaucoup plus importantes. Car aujourd'hui, c'est vrai, le président Macky Sall a dit à Washington, à cette réunion, le sommet Afrique-États-Unis, qu'il fallait considérer le problème d'Ebola pas comme un problème sous-régional, donc d'Afrique de l'Ouest ou même d'Afrique, mais un problème mondial. Bon, mais il faut d'abord trouver des solutions à notre niveau et laisser les autres venir en solidarité. Mais il y a des situations telles
au Libéria par exemple ou en Sierra Leone, que aujourd'hui les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, tout le monde se disent c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc là, la solidarité, elle existe, elle pourrait être beaucoup plus concrète, mais il y a aujourd'hui cette solidarité internationale qui est en train de prendre le pas. Oui, justement, on parle d'une 50aine de milliards, il me semble, de la Banque mondiale. Tout à fait. Le Sénégal n'aura pas sa part. Parce qu'il n'y a pas d'épidémie ici. Vous n'avez pas plaidé qu'il y a une épidémie. Non, mais nous faisons le plaidoyer qui est clair qu'il faut aider les pays qui sont très atteints, mais il faut aider aussi surtout les pays frontaliers pour ne pas qu'ils soient atteints. Parce que nous sommes en réalité le rempart pour le monde. Si aujourd'hui l'épidémie touche la Côte d'Ivoire, touche le Sénégal, qu'est-ce qui nous reste? Ça va aller partout. Donc il faut nous aider nous aussi et non pas attendre qu'on soit à genoux pour nous aider. Et ça, c'est un plaidoyer que je fais partout. Aujourd'hui, à cause de votre émission, je devais être sur CNN. Ouais. Parce que il faut qu'on fasse ce plaidoyer international. Et qu'on ne nous dise pas, vous n'avez pas assez de cas et donc du coup, on ne vous aide pas. D'autant plus que les chaînes occidentales sont très promptes à raconter, à relayer l'info. Bon, pour une fois, elles vont vous permettre de faire votre plaidoyer. Oui, mais à cause de vous, je suis là. Donc vous avez gagné CNN. Je voulais appuyer ce que notamment les représentants des syndicats ont dit par rapport à l'équipement qu'il faut pour le personnel de santé. C'est de l'argent, c'est coûteux. Donc il faut des moyens. Le Sénégal a mis des moyens, il faut le dire. Mais nous attendons aussi 450 millions aujourd'hui ont été mis à la disposition de cette lutte-là. 150 millions d'abord, puis 300 millions. Mais d'une manière multisectorielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les secteurs qui interviennent devraient avoir normalement leur financement venant de cela. Mais on est allé même plus loin. Oui. Depuis hier, il a été décidé que les forces de sécurité aient un budget même à part. Parce que les frontières, comme on l'a dit, sont tellement poreuses qu'il faut des personnes, du matériel et surtout beaucoup de carburant pour aller à droite, à gauche. De 1960 à 1980, le président Léopold Senghor a consenti des efforts incontestables pour essayer de développer l'école sénégalaise. Le taux de scolarisation à l'orée de 1980 n'avait pas atteint 40%, alors que des sommes considérables avaient été investies. Une situation morose du système éducatif sénégalais qui n'est pas sans conséquences. Enseignants, élèves, parents d'élèves, tous sont frustrés. Un constat général de crise ayant finalement installé le pays dans une situation d'instabilité totale. Depuis sa naissance en 1976, il y avait une crise de l'école sénégalaise. L'école dont nous avons hérité de la colonisation n'avait pas été réformée pour être adaptée aux réalités et aux aspirations du peuple sénégalais. Période particulièrement difficile pour l'école sénégalaise. Nous avons engagé une longue lutte jusqu'à 1980. Et 1980, vous savez, c'est le changement fondamental qu'aura été, à la fin de 1980, le départ de Léopold Sédar Senghor. Le président Abdou Diouf, un mois seulement après avoir été intronisé chef de l'État le 1er janvier 1981, a fait convoquer les États généraux de l'éducation et de la formation. Des réflexions de 4 jours, du 28 au 31 janvier, se sont tenues au CICES sous la présidence du Premier ministre Habib Thiam. Le Conseil des ministres du 10 février 1981 a adopté les conclusions des États généraux. Aussi a-t-il décidé de mettre sur pied une commission nationale de réforme de l'éducation et de la formation présidée par le professeur Souleymane Niang, recteur d'alors de l'Université de Dakar. Nous étions satisfaits des conclusions, en tout cas en tant que syndicat d'enseignants. Et nous avons travaillé aussi au niveau de la commission nationale des réformes pour voir comment opérationnaliser ces orientations pendant 3 ans. La réflexion portait sur l'école nouvelle. Est-ce qu'on va rester à cette école coloniale ou on va asseoir quelque chose dans le sens d'une réflexion et d'une action pour que l'école change? À partir d'un nouveau type de Sénégalais qu'il fallait définir
Cette idée donc d'un nouveau type de Sénégalais n'est pas née des événements du 23 juin. C'est une idée qui déjà était évoquée à l'époque des États généraux de l'éducation. Les orientations étaient bonnes. Le gouvernement a pris beaucoup de retard sur ces orientations et finalement, aujourd'hui encore, nous sommes en décalage par rapport aux propositions qui avaient été faites. Les milliers conservateurs qui ne souhaitaient pas que le Sénégal rompe avec son passé colonial ont tout fait pour empêcher qu'on ne mette en œuvre les conclusions qui avaient été adoptées. L'espoir immense suscité par les États généraux de l'éducation et de la formation est donc sans lendemain, d'où la pertinence de la tenue actuelle des assises de l'éducation dans un contexte particulier marqué par la révision de l'histoire générale du Sénégal. Et déjà, le président de cette commission de révision prédit un bel avenir pour le futur bébé, certainement, de notre système éducatif. Nous allons avoir des éléments extrêmement nouveaux, extrêmement importants, qui donneront à notre enseignement un contenu totalement différent. Alors, Monsieur le ministre, les EGEF en 81, les ANEF, si on peut le dire ainsi, en 2014, quelle est la différence? C'est d'abord dans l'approche et la méthodologie. En 1981, les acteurs et les partenaires sont directement partis aux États généraux de l'éducation et de la formation pour une appropriation et une participation plus inclusive, plus ouverte, plus nationale. Nous avons changé de démarche avec les assises de l'éducation. C'est ainsi que le décret portant mise en place du Comité national de pilotage des assises de l'éducation a été pris le 18 juillet 2013. D'abord, les termes de référence des assises ont été des termes de référence consensuels, avec une participation et une démarche d'élaboration inclusive. Un projet a été élaboré au niveau du ministère qui a impliqué beaucoup de directions, envoyé à tous les acteurs et partenaires pour leur observation. Et après, il y a eu une réunion de consolidation des observations. Du point de vue de la démarche aussi, nous ne sommes pas partis directement aux journées des assises de l'éducation. Nous avons dit qu'il faut un processus préparatoire. Processus préparatoire qui a embrassé l'ensemble des 14 régions du Sénégal avec des plateformes régionales de concertation et où certaines régions sont parties jusqu'à l'échelle de l'arrondissement pour faire des concertations. L'ensemble des régions ont produit 14 rapports. 7 commissions thématiques ont travaillé de façon synchrone et dynamique pendant des mois, qui ont regroupé chacune près de 100 personnes, représentant les différentes familles d'acteurs. À côté de cela, il y a eu des forats qui ont été organisés sur des thématiques ou des focus group, des palabres, et un site internet où l'ensemble des documents étaient postés a été créé, qui, à la date d'aujourd'hui, ce matin, avait plus de 14 000 visiteurs qui ont fait des contributions ou qui ont pris connaissance. Cette démarche-là, pour nous, amène une meilleure appropriation du processus des assises et on pense qu'à l'issue de cette démarche, l'ensemble des acteurs seront des garants de la mise en œuvre des conclusions. 14 000 visiteurs sur à peu près, on arrondit, 14 millions d'habitants. Oui, mais c'est quand vous comparez des sites pareils, je pense par exemple au site des assises nationales qu'on avait, c'était une très bonne participation de ces trucs. Mais ce qui est important, c'est que ces 14 000 visiteurs-là, c'est sur le site internet. À côté de ça, il y a des milliers de Sénégalais qui se sont impliqués dans les départements, dans les régions, au niveau des commissions thématiques, des forats, des focus group et qui ont abouti aux conclusions que nous avons. Donc on pense que c'est une meilleure démarche. Et le Comité national de pilotage a produit un rapport provisoire qui synthétise l'ensemble de cela. Les auditions qui ont été faites de personnalités religieuses, d'anciens ministres, il y a 3 semaines de cela, ce rapport a été mis à la disposition des acteurs, posté sur le site internet et l'ensemble des acteurs et partenaires, près de 350 délégués, vont se pencher sur ce rapport provisoire pendant 3 jours pour l'enrichir,
l'amender, le préciser, le rendre peut-être plus opérationnel. Nous pensons que ce processus-là, qui a été un processus plus long, avec une phase de préparation, amène une meilleure appropriation des recommandations et des propositions par l'ensemble des acteurs et partenaires du système éducatif et par la nation. Parce que, on l'a dit d'ailleurs, je l'avais dit dans le discours d'orientation pour le séminaire d'harmonisation, il ne s'agit pas d'assises des experts des questions d'éducation. Il s'agit d'assises de tous les segments de la société qui doivent y participer. C'est cette démarche que nous avons voulu, parce que si on voulait un rapport d'expertise, on aurait appelé des consultants sénégalais, français ou d'autres pays pour venir faire un rapport sur le système éducatif. Mais on a voulu que l'ensemble des acteurs s'approprient la démarche et s'approprient en même temps les résultats qui sortiront de ces assises de l'éducation. Moi, ce que ces affaires m'inspirent, cette affaire d'ArcelorMittal, c'est surtout de me poser la question de savoir quelle culture nos autorités ont de leurs responsabilités. Pas dans le cadre de chaque affaire, mais dans le rapport constant avec les populations. Disposent-ils dans chaque affaire, dans chaque dossier, pour simplement poser un acte et passer en tenant compte de critères qu'ils ont ponctuellement devant eux, ou prennent-ils justement tout le temps la mesure de leur responsabilité, de la nature des charges qu'ils ont? Quand on a la responsabilité de gérer un pays, on le fait en tenant compte d'abord de l'intérêt de ce pays, de l'intérêt des populations, plutôt que de cultiver autour de soi des sources d'obligations qui tiennent à d'autres intérêts. Vous qui êtes avocat dans cette affaire-là, qu'est-ce que vous pouvez apporter au peuple pour lui permettre, au-delà de ce que les autres ne respectent pas, de pouvoir tout le temps au moins jouer les sentinelles pour lui-même et tirer sur la sonnette d'alarme à chaque fois que les autorités risquent de passer au-delà des intérêts du peuple et du pays. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous sommes un pays qui cherche à se développer et qui n'est pas rassuré avec des événements comme ça sur l'attitude que ces autorités prennent pour véritablement défendre ses intérêts. Et à chaque fois que ça se passe comme ça, il faudrait qu'on trouve d'autres mécanismes pour au moins nous assurer que tous les démarcheurs, tous les marchands, les hommes d'affaires qui tournent autour de nos autorités ne sont pas en train de piloter l'ensemble de nos ressources, l'ensemble de nos moyens dans le seul but de s'enrichir et d'aider des fonctionnaires, des agents de l'État à s'enrichir à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Vous avez la responsabilité aujourd'hui, en tant que citoyen sénégalais, mais en tant qu'avocat, de réfléchir sur ces questions-là pour accompagner le peuple dans son évolution. Je vous remercie. Merci, commissaire. Oui, je vous remercie, commissaire. Je pense que ça, c'est un réquisitoire qui mérite d'être dit à l'attention de tout le monde. Et je partage profondément, d'ailleurs, le contenu de ce réquisitoire. C'est cela qui me pousse à dire que là où on a avancé techniquement des choses, sans donner la possibilité à l'autre de s'exprimer, mais aussi en oubliant que ce n'était pas à cet endroit qu'il fallait parler de ça. Je pense qu'on crée trop d'amalgame, trop de confusion, et à la limite, on finit même par faire douter le peuple, mais également par faire douter les investisseurs. Car nous n'avons rien, ce que nous avons, c'est notre crédit, notre parole. Si notre parole ne vaut plus rien à la bourse, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces populations qui attendent de nous des créations d'emplois? Lorsque des investisseurs viennent, s'installent, acceptent même de renoncer au contenu d'un jugement, acceptent encore alors que rien ne dit que cela devait se passer comme ça, acceptent encore une fois de plus ce que tout le monde a dit, de rester en bon terme avec les autorités du pays. Est-ce que nous devons continuer de maintenir le flou dans nos relations et encore une fois de plus de continuer de dénoncer des personnes qui ne sont plus là pour s'expliquer sur ces faits? Autant il est nécessaire de défendre les intérêts du peuple, autant il est nécessaire de défendre les intérêts de ces sociétés qui viennent simplement investir dans des conditions et des règles du jeu que nous définissons. Je pense que là aussi... La question, maître, c'est qu'on a perdu sur les deux tableaux. Kumba Ressources est parti parce qu'on a rompu unilatéralement le contrat. Mittal est arrivé avec 1000 milliards d'investissements annoncés parce que le gisement de fer, c'est 250 millions de tonnes. Finalement, on a perdu sur les deux tableaux.
Oui. C'est ça peut-être qui est un peu triste C'est dommage. dans cette histoire. Nous avons perdu sur les deux tableaux pour la simple raison qu'il y a, comme l'a dit le commissaire Keïta, des maladresses de part et d'autre. Des maladresses au départ parce que nous n'avons pas su bien gérer notre contrat avec Kumba. Kumba est une société, quelqu'un l'a dit, celui qui dit porter plainte, qui a un chiffre d'affaires annuel de 16 milliards de dollars. Mais Kumba est le premier au monde aujourd'hui à s'occuper des questions de mines. Lorsqu'il s'agit de mines, de recherche et d'exploitation minière, Kumba dépasse de loin Mittal. Mittal, c'est le numéro 1 aussi de la sidérurgie. Mais la sidérurgie, ce n'est pas l'exploitation des mines. Donc nous avions déjà l'homme qu'il nous fallait pour nos mines. Et ensuite... Ce n'est pas l'avocat de Kumba Ressources qui parle non, mais pas du tout. C'était un enchaînement logique. Vous avez ici à côté quelqu'un qui ne fait que l'exploitation minière. De l'autre côté, vous avez quelqu'un qui s'occupe de transformer ce fer pour en faire quand même ce dont on a besoin un peu partout dans le monde. 250 millions de tonnes, c'est quand même énorme. Oui. Oui, vous savez, aujourd'hui, on parle même de 700 millions. Certains parlent de 700 millions, donc millions de tonnes pour ce qui est du fer de la Falémé. Oui. Mais à côté, c'est rien lorsqu'on sait que pour une seule mine en Guinée, je parle de Simandou qui fait courir beaucoup d'investisseurs, on parle de 8 000 milliards. Donc là, c'est autre chose. Et je pense qu'à côté également, Sierra Leone, ils ont dû faire, tout le monde a dû faire. Et vous avez vu que lorsqu'on a laissé partir Kumba, Mittal est venu s'installer. Mais Mittal, pour des raisons économiques, dit que je ne peux plus continuer parce que la crise économique est telle que je suis obligé de me retirer au Sénégal et dans certains pays d'Afrique. Pour ceux qui suivent la télévision guinéenne, 1 mois et demi après, nous avons aperçu le patron de Mittal reçu par les autorités guinéennes pour faire des offres, pour s'intéresser au fer de la Guinée, là où on venait de quitter le Sénégal, au motif qu'on ne veut plus investir ici parce que c'est des problèmes économiques qui sont là et financiers. Donc voilà, à mon avis, quelque chose qui mérite réflexion. Le dialogue islamo-chrétien, une réalité bien sénégalaise. Même si les musulmans sont majoritaires, la cohabitation serait salutaire. C'est un très bon, il n'y a pas de problème, je m'entends très bien avec eux. On discute, on cause, on mange ensemble pendant les fêtes, même si ce n'est pas les fêtes, ça. Si tu prépares quelque chose que tu sais vraiment ton prochain a besoin de ça ou bien vraiment veut ça, tu l'appelles ou bien tu l'invites à venir manger, à venir prendre un pot. Ce sont mes camarades de classe. On partage beaucoup de choses, nous sommes comme des sœurs. J'ai des copains musulmans. J'ai beaucoup d'amis musulmans et on ne se soucie d'une quelconque différence. Nous sommes frères et sœurs. L'imam Dia dirige la prière à la mosquée Makka 3 de Grand Yoff. Il vit bien avec ses colocataires chrétiens, nous dit-il. ku baax ku am yar ku am teggin ku jigéen la mook jëkkëram ak ay sœuram petite sœuram ak yooyu ak grande sœur. Là où j'habite, je partage la maison avec une famille chrétienne. Nous vivons en parfaite harmonie. waaye mook sama waa kër ak man mii ak ñi dëkk ci kër gi yëpp ci kaw ak ci suuf ñëpp am nañ jàmm. Nous n'avons jamais eu de problème. Vous savez, refuter la différence relève de l'ignorance de soi. La population sénégalaise semble être en avance sur le concept, malgré quelques dérapages souvent notés. Le fait, comme la nuit qu'on appelle Goudiardjuma, qu'on barre les routes pour déranger, des fois ça dérange. Même nous, on voit que ça dérange des fois. Il y a certaines choses, on pouvait le faire chez toi, puisqu'on dit que Dieu est partout. On pouvait le faire à la maison que de barrer les routes et faire quoi que ce soit. La différence acceptée au Sénégal entre chrétiens et musulmans, tous parlent le même langage. Le dialogue islamo-chrétien, il ressort des interventions précédentes la nécessité aujourd'hui de formaliser ce dialogue interreligieux au Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je reviendrai d'abord sur ce que mes deux amis imams viennent de dire en reconnaissant que ce que nous vivons au Sénégal
en matière de relations excellentes entre chrétiens et musulmans, il faut le regarder véritablement comme un don de Dieu, que donc nous avons à le préserver, à le consolider et toujours à le transmettre pour qu'il soit comme pérenne au Sénégal. Et j'ajoute qu'un don de Dieu, mais qui nous vient aussi de nos ancêtres. Je pense qu'au Sénégal, nos ancêtres ont appris à reconnaître les différences, à les assumer et à les dépasser. En me référant aux relations interethniques au Sénégal, on n'a pas tellement entendu qu'il y ait eu dans le passé de différences interethniques majeures. Donc je pense que nos ancêtres ont appris à vivre ensemble dans la paix et le respect mutuel, tout en reconnaissant les différences, par exemple, entre les cultures de nos ethnies, les façons de faire de nos ethnies, mais ça ne les empêchait pas que les gens vivent ensemble dans le même village, dans le même quartier de ville. Alors la religion, la différence religieuse, venant s'ajouter à la différence ethnique, a été aussi vécue dans le même sens d'acceptation des différences, de dépassement des différences pour vivre dans la paix. Donc, c'est pour cela que je dis il y a un profond enracinement humain, mais aussi c'est un don que Dieu nous a fait. Nous avons à le préserver. Et je suis entièrement d'accord avec eux et avec tous ceux qui m'ont précédé pour dire que faisons tout pour consolider et transmettre. Que les générations futures continuent à vivre ainsi. Surtout que cela montre que la religion est affaire avant tout de choix personnel. C'est la personne qui choisit d'adhérer à telle ou telle foi religieuse. Il la vit, il essaie de la vivre le mieux qu'il peut. Moi qui vois cela, je respecte le choix de mon frère et je le laisse dans ce qu'il a choisi. Ça ne m'empêche pas qu'avec lui, j'ai de bonnes relations de voisinage, des bonnes relations familiales, des bonnes relations de travail, et il le faut. Alors, pour faire court, effectivement, il est souhaitable qu'au-delà de ce dialogue de vie, que sont les bonnes relations entre nous, chrétiens et musulmans, nous arrivions à un autre dialogue que nous, dans l'Église, nous appelons le dialogue des œuvres. Ça veut dire mettre ensemble nos forces, nos idées, nos moyens pour promouvoir quelque chose. Par exemple, la promotion des valeurs morales et spirituelles. Il y a des évêques allemands qui nous ont interpellés il y a quelques années pour dire, mais vous, évêques africains, est-ce qu'on ne peut pas se rencontrer pour voir comment, à travers le monde, chrétiens et musulmans pourraient promouvoir certaines valeurs comme la foi en Dieu, certaines valeurs comme la solidarité, certaines valeurs comme le respect de la vie, etc. Et nous avons dit, c'est tout à fait possible. Alors donc, ensemble, promouvoir les mêmes valeurs, comme il dit, lutter contre les mêmes maux sociaux, mais aussi promouvoir les grands biens sociaux, cela est possible. Surtout, ils ont dit formaliser. Et oui, c'est ça, je viens à ça, parce que je voulais prendre à témoin mon ami Oumar Diène. Il sait très bien qu'il y a 5-6 ans, nous avions tenté ce regroupement. Nous étions 12 chefs religieux autour de Moustapha Cissé, et on a tenu plusieurs réunions pendant plus d'1 an pour voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, effectivement, en temps opportun, chrétiens et musulmans, responsables religieux, nous puissions ou prendre la parole ou faire des démarches discrètes, soit pour lutter contre telle ou telle entreprise qui nous semblait risquée pour le Sénégal, ou alors encourager les uns et les autres à continuer sur la voie choisie. Malheureusement, nous avons dû interrompre pour des difficultés internes, mais en tout cas, personnellement, je garde toujours le rêve. Quelles sont ces difficultés? Le rêve que entre nous, on puisse un jour reprendre ce travail pour que, mais prenant par exemple nos responsabilités, nous puissions à certains moments élever la voix ensemble, mais surtout, parfois discrètement, faire des démarches qui peuvent aider à trouver des solutions aux difficultés. Des difficultés de quelle nature? Bon, c'était simplement que peut-être parmi nous, la discrétion qu'il aurait fallu n'a pas pu exister, parce que quand vous entreprenez un tel travail et que vous avez l'impression que le pouvoir est au courant de ce que vous projetez, ce n'est pas bon, parce que en ce moment-là, on est un peu lié. Il y a eu un obstacle politique. Politique ou interpersonnel. En tout cas, bon, je n'insiste pas, mais vraiment, j'en appelle, je réponds très bien à l'idée qu'il a lancée. C'est possible et on doit essayer de voir effectivement, et les deux m'entendent, comment faire pour relancer cette idée, même si c'est avec d'autres personnes. Mais il est important aujourd'hui qu'au Sénégal,
les guides religieux, les chefs religieux arrivent à constituer ce groupe de réflexion, mais ce qu'il lui faudra, c'est qu'il soit vraiment un groupe autonome, responsable, mais discret pour travailler, et que peut-être ce qu'ils vont se dire entre eux pour pouvoir travailler ensemble ne sortent pas comme ça dans la rue après. Nous avons des organismes sous-régionaux comme la CEDEAO, l'Union africaine au niveau africain, et même des institutions purement sanitaires comme l'OAS, qui est aussi au niveau de la sous-région le réceptacle de tous les problèmes et de toutes les solutions en matière de santé dans la sous-région. Donc il y a eu des rencontres qui se sont organisées, et j'ai assisté personnellement à certaines de ces rencontres où j'étais avec mes pairs ministres de la Santé pour travailler sur des plateformes, sur des plans d'action. Nous avons aussi, mes collaborateurs ont eu à aller dans plusieurs réunions techniques, que le docteur Ndiaye, ici présent aussi, va aller dans une de ces réunions dans quelques jours. C'est dire qu'il y a réellement cette approche sous-régionale, mais il faut dire que parfois on reste sur notre faim, parce que les réunions aussi ne vont pas régler le problème d'Ebola. Et nous voudrions qu'au niveau africain et au niveau de la sous-région, qu'il y ait une mobilisation, notamment des ressources beaucoup plus importantes. Car aujourd'hui, c'est vrai, le président Macky Sall a dit à Washington, à cette réunion, le sommet Afrique-États-Unis, qu'il fallait considérer le problème d'Ebola pas comme un problème sous-régional, donc d'Afrique de l'Ouest ou même d'Afrique, mais un problème mondial. Bon, mais il faut d'abord trouver des solutions à notre niveau et laisser les autres venir en solidarité. Mais il y a des situations telles, au Libéria par exemple, ou en Sierra Leone, que aujourd'hui les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, tout le monde se disent c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc là, la solidarité, elle existe, elle pourrait être beaucoup plus concrète, mais il y a aujourd'hui cette solidarité internationale qui est en train de prendre le pas. Oui, justement, on parle d'une 50aine de milliards, il me semble, de la Banque mondiale. Tout à fait. Le Sénégal n'aura pas sa part. Parce qu'il n'y a pas d'épidémie ici. Vous n'avez pas plaidé qu'il y a une épidémie. Non, mais nous faisons le plaidoyer qui est clair qu'il faut aider les pays qui sont très atteints, mais il faut aider aussi surtout les pays frontaliers pour ne pas qu'ils soient atteints. Parce que nous sommes en réalité le rempart pour le monde. Si aujourd'hui l'épidémie touche la Côte d'Ivoire, touche le Sénégal, qu'est-ce qui nous reste? Ça va aller partout. Donc il faut nous aider nous aussi et non pas attendre qu'on soit à genoux pour nous aider. Et ça, c'est un plaidoyer que je fais partout. Aujourd'hui, à cause de votre émission, je devais être sur CNN. Parce que il faut qu'on fasse ce plaidoyer international. Et qu'on ne nous dise pas, vous n'avez pas assez de cas et donc du coup, on ne vous aide pas. D'autant plus que les chaînes occidentales sont très promptes à raconter, à relayer l'info. Bon, pour une fois, et elles vont vous permettre de faire votre plaidoyer. Oui, mais à cause de vous, je suis là. Donc vous avez gagné CNN. Je voulais appuyer ce que notamment les représentants des syndicats ont dit par rapport à l'équipement qu'il faut pour le personnel de santé. C'est de l'argent, c'est coûteux. Donc il faut des moyens. Le Sénégal a mis des moyens, il faut le dire. Mais nous attendons aussi 450 millions aujourd'hui ont été mis à la disposition de cette lutte-là. 150 millions d'abord, puis 300 millions. Mais d'une manière multisectorielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les secteurs qui interviennent devraient avoir normalement leur financement venant de cela. Mais on est allé même plus loin. Oui. Depuis hier, il a été décidé que les forces de sécurité aient un budget même à part. Parce que les frontières, comme on l'a dit, sont tellement poreuses qu'il faut des personnes, du matériel et surtout beaucoup de carburant pour aller à droite, à gauche. Mais la dimension économique d'Ebola aussi, ce sont les contre-coups économiques. Et ça, on n'en parle pas assez. Est-ce qu'il y a une évaluation, une estimation qui est faite? Les touristes ne viennent pas. Ne serait-ce que cet exemple. Il y en a d'autres. Oui, vous avez bien fait de le dire et on en parle toujours, justement.
vous savez, fermer un marché comme Diaobé, c'est pas du tout ce que l'on aurait aimé, parce que c'est beaucoup d'argent et une économie importante qui se déroulait là-bas. Mais en même temps, c'était des possibilités d'amener le virus Ebola. Donc c'est parfois que des choix. Est-ce qu'on veut continuer à faire certaines choses, à ouvrir tout, à aller à droite, à gauche, et en plus avoir des moyens, de l'argent, mais qui pourraient être complètement remis en question par une épidémie d'Ebola qui arriverait? Voilà un peu les difficultés. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que une discussion avec le ministre du Tourisme, il me disait que déjà, quand l'épidémie d'Ebola a commencé dans la sous-région, avec la Guinée, etc., les gens qui viennent de l'étranger, ils ne savent pas même ce que c'est vraiment le Sénégal. Dès qu'on dit Afrique de l'Ouest, pour eux, le Sénégal fait partie de cela. Et donc, on avait eu cette année déjà pratiquement 50% de pertes par rapport au tourisme. Pour un secteur qui était déjà en crise, hein, il faut le dire. Ce n'est pas la seule raison. Et qui était en train de repartir, c'est ça le problème. Donc rien que entendre dire qu'il y a une épidémie d'Ebola, les gens vont en Afrique, même pas en Afrique, ils vont carrément en Amérique latine ou en Asie. Donc c'est pour ça que nous nous battons pour dire que le cas est importé. Les gens disent, oui, pourquoi vous insistez sur importé? Épidémiologiquement, c'est un terme qui existe. Quand le cas n'est pas autochtone, on dit qu'il est importé. Mais c'est important aussi pour nous, parce qu'il faut qu'on sache que le Sénégal n'est pas l'épicentre de l'épidémie. Le Sénégal pourra être touché, comme on dit, par des effets comme ça, adverses, qui feraient que... Mais on est encore un pays qu'on peut fréquenter, où on peut venir, où il fait bon de vivre et où on peut vraiment même faire des affaires et tout. Donc c'est important qu'on continue ce plaidoyer pour que les gens considèrent que le Sénégal, aujourd'hui en tout cas, a montré qu'il avait les ressources nécessaires et les ressources humaines surtout pour se battre et contrecarrer cette épidémie, et nous allons continuer à nous battre. Je ne puis vraiment résister de vous dire que je suis un peu sceptique sur la réussite de votre paquet. Quand bien même, je souhaiterais que vous réussissiez pleinement votre mission. Mais compte tenu de cette vague successive, en tout cas d'échecs, des réformes, je ne puis vraiment aujourd'hui ne faire qu'exprimer mon scepticisme, pas mon pessimisme, mais vraiment mon scepticisme sur la réussite en tout cas de votre paquet. Voilà ce que j'avais à dire sur vraiment ce grand malade. Il est sceptique que votre paquet ne va pas réussir. C'est ça, qu'il ne sera pas déballé. Oui. Mais on va mettre le paquet pour qu'il soit déballé. Très bien. Le paquet. Oui. Oui. Vous êtes sûr de réussir? Ça me permet de réagir un peu à une problématique qui a été soulevée par Mamoudou Mbodj, ex-secrétaire général du QSEMS, du M23, un compagnon de lutte du M23. Je voudrais vraiment le rassurer sur un point. C'est que le partenariat dans l'élaboration du paquet a été de mise. Premier élément. La phase de conception, d'identification a été faite par tous les acteurs, avec tous les acteurs. Réunions de partage avec les syndicats, avec les parents d'élèves, les organisations de la société civile qui interviennent dans l'éducation, les élus locaux, les partenaires techniques et financiers, bien sûr. Ça, c'est au niveau du partenariat. Deuxièmement, si pour le PDF, dans son élaboration, le Sénégal a eu à faire appel à des compétences extérieures, le paquet a été exclusivement élaboré par les compétences internes au Sénégal. Aucune participation des bailleurs de fonds. C'est quand on l'a élaboré qu'on a fait un séminaire de partage avec les partenaires techniques et financiers. Vous savez, j'ai rappelé tout à l'heure ce que nous avons partagé au M23. Ce n'est pas parce qu'on est dans le gouvernement que ces valeurs et ces principes qui ont fondé une certaine conception que nous avons, que nous allons mettre ça en place, jeter ça de côté. C'est les mêmes valeurs et les mêmes principes qui nous guident dans les discussions qu'on a avec les partenaires techniques et financiers, où on leur demande d'articuler leur intervention par rapport aux objectifs et aux priorités du gouvernement et de faire les arbitrages pour que les partenaires techniques et financiers ne soient pas en redondance d'intervention sur des secteurs en oubliant d'autres
ou bien interviennent selon leur bon vouloir. Tous les jours, des arbitrages sont faits au niveau du gouvernement pour que les partenaires techniques et financiers s'alignent sur les objectifs que nous avons, et les projets que nous avons avec eux sont des instruments d'exécution et de mise en œuvre du paquet. En ce qui concerne la question de l'identité de notre système d'enseignement dont vous avez parlé, peut-être c'est cette question-là qui fait qu'une prise en charge qui n'a jamais été faite est actuellement posée sur la table. La question des daara, au nom de la laïcité, l'État n'a jamais fait d'intervention sur les daara. Le président l'a dit, est-ce que dans le taux brut de scolarisation, si on tient compte des gens, des personnes, des Sénégalais qui sont scolarisés en arabe par le biais des daara, est-ce que le taux ne serait pas de 100% au niveau de notre pays? C'est parce que nous voulons une éducation inclusive qui prend en charge les exclus et les réticents du système que nous avons attaqué cette question-là, par un projet de modernisation des daara, mais par des réformes institutionnelles. Aujourd'hui, ont été élaborés un projet de loi portant statut du daara, qui est passé jusqu'à l'Assemblée générale de la Cour suprême. Nous allons organiser dans les jours à venir des missions de partage avec l'ensemble des familles religieuses, avec 4 décrets d'application, qui nous permettra de donner à ce type d'enseignement un statut conforme à la vocation de ceux qui veulent créer les daara, mais conforme aussi aux exigences de la République pour qu'on ne puisse pas avoir 2 catégories de citoyens. Karim Wade, ancien ministre des Infrastructures, accusé à tort ou à raison du délit d'enrichissement illicite. Son procès suscite des débats. Ses avocats clament toujours son innocence, ceux de l'État sa culpabilité. La détention de Karim n'a jamais été justifiée. Aujourd'hui, cette détention, elle est intolérable et on doit y mettre fin le plus rapidement possible. Ce n'est pas que nous sommes en train de chercher des preuves, mais nous sommes en train de discuter des preuves, comme ça se passe dans tous les procès pénaux. Comme dans un dialogue de sourds, la défense demande son élargissement faute de preuves, la partie civile le contraire. La libération de Karim s'impose. Voilà pratiquement plus de 2 ans de détention. Je pense que d'office, le ministère public devrait demander à la Cour de libérer Karim, même sans aucune intervention de ses avocats. La culpabilité, c'est le tribunal qui en sera sûr. Mais nous sommes sûrs de notre dossier. C'est notre dossier qui nous intéresse. Et nous estimons qu'il est solide. 5 mois après l'ouverture du procès de Karim Wade, la société civile, elle, déplore l'absence de nouveautés dans le dossier, excepté le limogeage de l'ancien procureur spécial Aliou Ndao, qui n'a fait que retarder le procès. Je pense que c'est indépendant de la volonté de Karim Wade, qui est justement la personne qui est en prison depuis bientôt 2 ans, donc au moins 20 mois. C'est une situation qui n'est pas souhaitable. Mais on ne peut pas arrêter quelqu'un, le mettre en prison, qui a déjà bénéficié d'une présomption d'innocence, quels que soient par ailleurs les faits qui lui sont reprochés, et qui perdurent. Ça fait 20 mois, et nous voyons aujourd'hui qu'il y a une sorte d'impasse. Les renvois, selon les 2 parties, ne peuvent en rien entacher le dossier, même s'il le retarde. C'est un autre magistrat aguerri qui remplace un autre magistrat aguerri dans une procédure. Donc je ne pense pas qu'il puisse avoir des problèmes pour trouver ses marques et suivre correctement ce dossier comme l'a fait son prédécesseur et son substitut. Donc il est manifeste que le nouveau procureur spécial n'a pas de prétexte. Il est bien à point où il devait être à point. Et peut-être même plus à point que nous. D'où l'urgence pour la société civile d'accorder une liberté provisoire pour le présumé coupable. L'État devra trouver une formule comme celle-là qui pourra en tout cas, garantir la liberté, en tout cas, les droits élémentaires de cette personne-là. Il était souhaitable qu'il y ait une libération provisoire, qu'on appelle détention provisoire, qui est plutôt une libération conditionnelle ou une liberté provisoire plutôt, c'est le mot que j'ai cherché, qui lui permet d'être en contrôle judiciaire et de répondre à l'appel du juge chaque fois que de besoin. Le procès de Karim Wade a fait les choux gras de la presse et tenu en haleine tout un peuple et qui attend impatiemment la manifestation. Est-il concevable, en l'état actuel des choses, je fais allusion un peu au déroulement du procès, que Karim Wade puisse bénéficier d'une liberté provisoire? Bon, écoutez, j'ai toujours refusé, M. Khan, de m'immiscer dans ce débat, encore pour des raisons déontologiques, parce que j'ai des confrères qui se battent d'un côté comme de l'autre. Chacun cherche à sauver la tête de son client ou les intérêts de son client.
Mais en ce qui me concerne, je ne peux pas venir ajouter à ces difficultés d'autres difficultés. C'est pourquoi j'évitais la presse depuis que ce procès a commencé. D'ailleurs, nous avons programmé depuis longtemps cette émission, mais je vous disais, attendons que le procès se termine. Mais comme le procès s'étire, je me suis dit aussi, je n'ai pas le droit de rester à l'écart pour ne pas me prononcer sur les questions de la cité. Et il s'agit de questions de la cité, n'est-ce pas? Oui. Je dois simplement avouer également, je dois avouer qu'il y a eu une erreur de communication au niveau de l'État dans ce qu'on peut appeler la traque des biens mal acquis. Et c'est ce que je déplore. Ce que j'ai déploré, c'est cette erreur de communication qui a consisté dès le départ à faire croire au peuple que cette procédure initiée devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite devait déboucher sur la récupération des biens donc, qui ont été pris à l'État, au Sénégal. Alors que ce n'est ni l'esprit de la loi, à travers l'exposé des motifs de la loi qui crée le délit d'enrichissement illicite, ce n'est ni également la loi à travers cet article qui crée la Cour de répression de l'enrichissement, cette loi qui crée la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Vous verrez à travers l'exposé des motifs de ces deux lois qu'il est question d'essayer de réprimer certains comportements que nous n'avons pas réussi à réprimer jusqu'ici, même si nous avons réussi en ce qui concerne les détournements de deniers publics. Il fut un temps, toutes les semaines, vous aviez des articles sur les détournements de deniers publics. Mais depuis qu'on a renforcé les peines, il y a eu moins de détournements de deniers publics. On en parle rarement. Mais là, l'autorité qui était en place à l'époque, l'autorité socialiste, a estimé qu'elle devait installer une politique de justice sociale en mettant en place des dispositions législatives, répressives, allant dans le sens d'atteindre ce que la loi n'a pu atteindre à travers certains comportements dénoncés, notamment la corruption. Les questions de corruption, même si elles étaient prises en charge par la loi, malheureusement, ces questions n'étaient toujours pas traitées de façon convenable. Maître, oui, terminez votre phrase. Oui, d'où la loi sur l'enrichissement illicite. Donc cette loi est une loi destinée à créer une forme d'exemplarité dans la sanction pour que plus jamais des Sénégalais ne soient tentés de refaire la même chose. Voulez-vous dire qu'on ne va rien récupérer avec la CREI? Mais écoutez, on ne dit pas que quelqu'un a volé. Qu'est-ce que c'est que le délit d'enrichissement illicite? On dit, vous, on a vu que votre train de vie, avec ce que vous avez gagné ou ce que vous gagnez, en tout cas, il y a une différence entre ce que vous avez pu amasser comme fortune et votre train de vie. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une très grande différence. La différence là, on veut savoir comment vous l'avez acquis. Cela ne veut pas dire qu'on vous a confié des fonds et que vous les avez détournés. Qu'on vous a laissé des biens de l'État que vous avez détournés. On vous dit simplement, vous avez un train de vie supérieur à vos revenus légaux. Nous voulons comprendre comment vous avez réussi à le... Si vous n'arrivez pas dans un délai d'1 mois à justifier de l'origine licite de vos biens, vous êtes passible du délit d'enrichissement illicite. Où est le détournement? Où est l'argent à récupérer? C'est pourquoi, si on avait opté même pour la haute cour de justice, comme certains le disent, ceux qui sont poursuivis disent non, nous ne sommes pas justiciables devant la cour de répression de l'enrichissement illicite. Nous sommes justiciables devant la haute cour de justice. Mais là-bas aussi c'est grave, parce que devant la haute cour de justice, c'est des députés qui votent. Il n'y a qu'un seul magistrat, c'est le président de la haute cour de justice, assisté de 8 députés titulaires et de 8 députés suppléants. Et lorsqu'il s'agit de prendre une décision, on ne prend pas une décision en fonction de la technicité du dossier. On prend une décision en votant à la majorité absolue. Donc, si vos adversaires... C'est une justice politique. Mais qui est majoritaire à l'Assemblée nationale si ce n'est pas le parti au pouvoir? Si vous devez être jugé par le parti au pouvoir, quelle utilité de réclamer à aller devant la haute cour de justice? Et ensuite, il est dit quoi à l'article 27 qui crée donc la haute cour de justice, la loi organique qui crée la haute cour de justice? L'article 27 dit que la constitution de partie civile n'est pas recevable devant la haute cour de justice. Et l'alinéa 2 de cet article 27 dit que la personne qui veut réclamer des dommages et intérêts, ou l'État, si il veut réclamer des dommages et intérêts, doit, après décision de la haute cour de justice, saisir les tribunaux ordinaires pour demander réparation. Vous voyez? Et de l'autre côté également, pour la cour de répression de l'enrichissement illicite,
dans la loi sur l'enrichissement illicite, mais il est dit que si vous êtes reconnu coupable, vous pouvez être condamné à une peine allant de 5 à 10 ans, mais aussi à une sorte d'amende qui peut être portée au double de l'enrichissement illicite. Pourquoi on parle d'amende portée au double de l'enrichissement illicite? Parce qu'on privilégie la sanction et non pas la récupération de fonds. Aujourd'hui, l'État a constitué des conseils. Je ne partage pas effectivement cette démarche de l'État, puisque ma conviction est que dans ces dossiers, avec l'esprit de la loi, il n'y a pas de constitution de partie civile, certes, mais puisque une décision a été rendue, nous sommes en République, il faut respecter la décision et il faut respecter aussi la décision de la Cour suprême qui a été saisie à l'image de Isaac Foster, le président Isaac Foster, premier président de la Cour suprême du Sénégal et indépendant. Lorsqu'à une rentrée solennelle des cours et tribunaux, il disait au président de la République de l'époque, le président Senghor, « Monsieur le Président, même nos erreurs s'imposent à vous. » Donc ces mêmes erreurs, s'il y a erreur, s'imposent à nous tous. Il n'y a pas de caution de partie civile dans le cadre de cette procédure? Bon, écoutez... Donc ces avocats qui disent défendre l'État ne peuvent pas? Autant dans la loi qui régit la Haute Cour de justice, c'est textuel, il n'y a pas de caution de partie civile, c'est l'article 27. Autant dans l'enrichissement illicite, il m'a semblé qu'on a oublié d'être très explicite. Parce que quelque part, il y a une disposition qui dit que lorsqu'une décision est rendue, la décision peut être déférée devant la Cour suprême, mais on dit le pourvoi ne peut être intenté que par le procureur général ou par l'accusé. Alors, où on parle de partie civile, si une partie civile n'a pas la possibilité de profiter des mêmes recours que les autres parties, indirectement, je me dis, on a ignoré cette partie. Donc, si maintenant cette partie s'installe d'elle-même, ça, je pense que c'est le fait du droit, parce que le droit, c'est la critique. Rien n'est définitif. Vous avez été séminariste, prêtre, évêque, cardinal. C'est sûr qu'à chacune de ces étapes de la vie, vous êtes lancé un défi. Aujourd'hui, quel est le défi que vous êtes lancé aujourd'hui que vous fêtez vos 50 ans de vie religieuse? Merci. Vous commencerez par répondre à la dernière question. Bon, c'est ça qui vous intéresse. Bon, le défi que je me lancerai aujourd'hui, c'est simplement, bon, disons, avant de partir, essayer de faire le mieux possible l'état de l'archidiocèse de Dakar tel que je le laisse, pour que celui qui viendra après moi puisse voir ce que j'ai essayé de faire, ce que j'ai pu réaliser, ce que je n'ai pas encore réalisé, et il verra comment continuer, ce qu'il voudra continuer. C'est pas ce qu'on appelle le testament? Non, non, ce n'est pas le testament, c'est ce qu'on appelle la passation de service. Très bien. C'est préparer le mieux possible la passation de service en vraiment montant à l'état ce qui a pu être fait, ce qui est en cours et ce qui pourrait être fait. Mais simplement dire et puis l'autre verra ce qu'il va faire. Et s'il le faut des recommandations dans tel ou tel sens, ça j'ai vraiment à cœur de le faire parce que je sais qu'on ne peut pas tout faire et que dans la vie, l'essentiel c'est la continuité. On commence aujourd'hui, on fait ce qu'on peut, un autre vient, il part de là et il va un peu plus loin, c'est normal. Donc c'est pour ça que je n'ai pas la prétention de tout faire, mais je voudrais vraiment, avant de partir, aider mon successeur à comprendre ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai pu réaliser, ce que je n'ai pas encore réalisé et ce qui me semble un peu important de vouloir réaliser dans l'archidiocèse de Dakar. Le cardinal a-t-il un quota ministériel, vous demandez? Le quota ministériel m'a-t-il demandé? Non, pas à proprement parler. Mais quand même, il est arrivé, même le président Wade, de me demander, par exemple, à propos d'ambassadeurs, de donner des noms. J'ai donné, je n'ai pas eu de suite, mais comme je vous ai dit, il m'a été demandé tout récemment de donner des noms pour le Conseil économique et social. Je l'ai fait, un nom a été pris. Au moment même où le Sénat aussi, l'idée de lancer le Sénat a été lancée, j'ai présenté des noms, mais comme le Sénat n'a pas eu lieu, eh bien ces noms-là n'ont pas pu être retenus. Et le gouvernement? Alors le gouvernement, c'est pas tant qu'on me demande que nous-mêmes nous essayons d'insister pour dire, n'oubliez pas quand même qu'il y ait quelques catholiques dans le gouvernement. Mais il n'y a pas un quota à proprement parler. Ce que l'on peut constater, c'est que peut-être et le président Senghor et le président Abdou Diouf, je ne sais pas si le cardinal Tchandoum se concertait avec eux. En tout cas, on voit qu'il y avait plus de ministres catholiques que dans le régime du président Wade et le régime actuel. Donc c'est pour cela que moi-même, je me fais effort de temps en temps de présenter des CV pour des bons et essayer de penser aux catholiques. Mais je me rappelle, comme m'a été répondu, mais si vos catholiques s'engageaient dans les formations politiques, ce serait plus facile de les nommer. Ça...
comptez-vous sur les entreprises pour financer, par exemple, la CMU? Parce que c'est un gros défi. Vous êtes à la recherche de 243 milliards de francs CFA. Où est-ce que vous allez trouver cet argent? Alors, la CMU, nous pensons justement qu'il faudrait aller beaucoup plus loin que simplement des contributions quand on a envie de les faire, et travailler surtout sur un système de taxes sur le tabac, sur l'alcool, sur... D'ailleurs, même moi, je dis aux gens, pourquoi pas les boissons sucrées. En tout cas, c'est des sources de financement qui peuvent entraîner un financement pérenne. Et la responsabilité sociétale, elle continuera d'une manière ou d'une autre. Nous avons beaucoup d'aides, beaucoup d'appuis, beaucoup de propositions, notamment pour l'informatisation de la CMU par des acteurs locaux et avec donc un partenariat public-privé. Donc, je pense qu'ils sont toujours là. Pour Ebola, ils sont là. Nous avons reçu beaucoup de privés qui sont venus apporter leur contribution. Donc, je crois que nous devons vraiment nous appesantir et nous appuyer aussi sur ce partenariat public-privé. Mais dans tous les cas, le gouvernement doit être à la tête de tout cela et vraiment donner l'exemple pour que les autres puissent venir nous appuyer de la manière la plus efficace possible. L'année scolaire 2012-2013, je crois que c'était la généralisation du curriculum de l'éducation de base à l'épreuve de l'évaluation certificative. C'était un séisme scolaire. Je l'ai qualifié autant. Alors, il y avait 32% de réussite, c'était inédit. Alors, cette année-ci, on a eu 21% de réussite au CFE. Non, on a ou bien, c'est pas 21. Non, on a augmenté le taux de 2013 faiblement. C'est qu'on doit être à 31,40, on était à 31,23. C'est presque la même chose. Voilà. C'est presque la même Mais chose. c'est pas 21. C'est juste pour dire. C'est toujours faible. C'est juste pour dire que c'est toujours faible et que les problèmes, il faut les chercher avec la réforme curriculaire. Alors, c'est du fil à retordre. Monsieur le ministre, la France l'avait initié. Elle avait adopté le curriculum. Et finalement, après l'avoir mis en expérience, elle a abdiqué. Le Canada aussi de même. Parce que c'est une réforme curriculaire pédagogique qui nécessite énormément de moyens. Les enseignants ne sont pas préparés pour l'appliquer. L'État n'a pas encore fourni tous les intrants pédagogiques nécessaires pour son application. Je pense que s'il faut trouver des causes pour la chute des résultats scolaires, surtout au niveau élémentaire, il faut aller voir et revoir encore cette réforme curriculaire. Très bien, alors, merci. je veux savoir, est-ce que le ministre a le courage de mettre un bémol sur cette généralisation du curriculum, le temps de réfléchir sur d'autres orientations et options pédagogiques moins onéreuses et qui pourraient peut-être être appliquées à l'aise par les je vais répondre non. Voilà. Je vais répondre non. Le curriculum, on a la première génération d'élèves du CM2, c'est l'année dernière. La deuxième génération, cette année. Autant pour moi, le taux du CFE, c'est 34,33%. C'est une approche par les compétences. On n'a pas projeté ça dans le film des assises, mais quand ils ont fait le focus group au lycée Ngalandou Diouf, il y a un élève de terminale S1 qui a dit une phrase qui doit nous interpeller sur les finalités de notre système éducatif. Il a dit « Je suis en terminale S ». S'il y a une ampoule qui est grillée à la maison, je ne sais pas comment changer cette ampoule. L'approche par les compétences, justement, c'est pour permettre à l'élève d'utiliser ses connaissances pour l'appliquer à la vie quotidienne. Et c'est toujours de mise en France. Maintenant, sur la réforme curriculaire, il faut laisser assez de temps pour réfléchir sur cela. Je voudrais dire qu'un des aspects peut-être qui a expliqué le bas niveau, c'est que depuis que nous avons introduit la réforme curriculaire, on n'a pas eu de manuel correspondant à cela. Et dans le domaine de la qualité, pour dire à M. Mbao que ce n'est pas seulement la gouvernance, depuis que cette réforme a été mise en place, c'est en février 2014 qu'on a injecté 600 000 manuels de la première étape, CI et CP, dans le système. Et en octobre, les camions ont commencé à quitter Dakar le 22 pour aller dans les IEF. C'est 1 441 000 manuels qui seront dans les salles de classe pour le CI et le CP dans les disciplines fondamentales que sont la langue,
et puis les mathématiques. Très bien. Accompagné de guides des enseignants pour les utiliser. Promettez-vous pour l'année scolaire 2013-2014, la rentrée c'est en octobre, zéro perturbation, 2014-2015, zéro perturbation? Nous travaillons à cela. Parce que ce qui est important pour la rentrée, c'est de mettre en place l'ensemble des intrants. Des dispositions sont prises aujourd'hui pour mettre en place le personnel requis. Des dispositions sont prises pour mettre en place un certain nombre d'infrastructures et d'équipements. Il y a 16 000 tables bancs dont les ordres de service sont en train d'être signés pour partir dans l'ensemble des établissements, à côté des 40 000 qui ont été injectés l'année dernière. Des dispositions sont prises sur le plan des manuels, sur l'ensemble des éléments qui assurent une bonne rentrée des scolaires. Nous sommes en train de travailler sur ça. Maintenant, nous continuons aussi sur les autres aspects à dialoguer avec les organisations syndicales et nous pensons que les assises peuvent y aider, l'exécution du protocole d'accord peut y aider pour avoir une année 2014-2015 apaisée qui permet à notre système éducatif d'avancer dans les réformes de façon sereine, mais dans un dialogue constructif avec tous les acteurs. Dernièrement, l'actualité a fait état des émoluments des anciens présidents de la République. 4,5 millions plus 5 millions, cela fait presque 10 millions. Ajoutez à cela 40 millions le coût des billets d'avion de chaque ancien président et de son conjoint, plus d'autres avantages. Le total ferait quelque chose comme presque 130 millions. Senghor, que vous avez connu, avait vraiment 10 millions à la retraite? Bon, écoutez, Senghor était loin de ses préoccupations pécuniaires, j'allais dire même mercantiles, dans la gestion de l'État. Il avait une autre idée qui m'a beaucoup fait réfléchir. Lorsqu'aujourd'hui j'entends parler de milliards, je pense à cet homme qui un jour, lorsqu'il a reçu un chèque de 500 millions de l'Arabie Saoudite en guise de cadeau pour sa retraite méritée. On était au salon d'honneur. Il s'apprêtait à quitter le Sénégal pour la première fois après avoir remis le pouvoir entre les mains du président Diouf. Et là, il a retourné ce chèque pour l'endosser au profit, effectivement, de sa fondation, ce qui a constitué le capital de cette fondation jusqu'à ce jour. Il avait combien à la retraite? Mais je reviens à son retour. Oui. Lorsque je lui ai fait, en tout cas, observer cela, il m'a dit une chose d'extraordinaire. Il m'a dit, Boukounta, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 500 millions? Ça m'aurait rendu fou. Là où des milliards ne rendent jamais fou. Ceux qui nous gouvernent, vous parlez aujourd'hui de dizaines de millions et vous parlez distribués par mois. Je dois simplement, ici, vous dire, en tout cas, les émoluments du président Senghor qui sont virés au niveau de la Société Générale que je connais, puisque j'avais procuration pour la gestion de ce mandat, puisqu'il n'était pas là, pour le virement de ses salaires, tournaient autour de 536 000 francs CFA par mois. Et les bulletins sont en ma possession. De son départ du pouvoir jusqu'à sa mort. De son départ du pouvoir jusqu'à sa mort, c'est un homme qui touchait en net 536 000 francs, brut 750 000 francs CFA. L'homosexualité et l'avortement. Alors, là aussi, vous voulez que je sois court, mais c'est des questions très délicates. Alors, je vous demanderai la permission de pouvoir dire que l'homosexualité est à gérer de façon délicate. Il faut, qu'est-ce qu'on entend par homosexualité? On sait qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes qui, sciemment ou non, accomplissent des actes homosexuels ou bien alors des gens qui ont tendance à le faire. Donc, il y a la question de la pratique de l'homme et la question d'une tendance qui existerait en cet homme, en cette personne humaine. Il y a en effet d'une part des actes homosexuels qui ne résultent pas de tendances enracinées dans l'être. C'est ce qu'on peut appeler l'homosexualité périphérique. Exemple, les pratiques homosexuelles pendant l'adolescence, ça arrive, ou dans l'isolement des internats, ou des prisons, ou bien des camps militaires. Vous voyez, c'est des pratiques que les gens contactent comme ça, mais au départ, normalement, ils n'étaient pas prédisposés à ça. Tandis que vous avez une homosexualité qui correspond à une tendance dans l'être humain. Cette distinction est capitale, car si au plan de la signification de la sexualité,
on doit signaler les lacunes profondes de l'homosexualité périphérique parce que l'autre est réduit à un objet de plaisir. L'homosexualité foncière est plus délicate et plus complexe. En effet, est-on responsable de tendances innées, de tendances qu'on constate en soi? Il est certain que nul n'est responsable des tendances qu'il trouve en lui. Toutefois, le problème est renvoyé à l'usage même de ces tendances. Ce n'est pas parce que j'ai une tendance à moi que je suis obligé de la suivre comme... Il faut la réprimer. Non, non seulement de la suivre sans pouvoir faire des efforts ou bien de la suivre automatiquement. Même si un projet véritable amoureux entre personnes de même sexe peut contribuer à leur épanouissement dans la ligne de leur tendance profonde, l'acte homosexuel reste de soi contre nature. Il reste une défaillance objective au plan des valeurs et du sens. Et la mise en valeur publique de l'homosexualité relève de la provocation et de l'indécence et est préjudiciable aux personnes humaines comme à la civilisation ou bien simplement à la société tout entière. Je veux dire par là que même si on reconnaît qu'il y a des personnes humaines qui ont la tendance homosexuelle qui est un peu comme innée en elles, et nous savons que dans nos sociétés ça existait, nos sociétés le savaient, ce n'est pas pour autant qu'on va encourager ces personnes à le faire en public de telle manière qu'ils peuvent entraîner d'autres dans ce sens-là. Donc il y a une différence entre accepter ce fait et en faire la promotion. Comme aujourd'hui, certains voudraient qu'on le fasse. Voilà pourquoi je dis en bref que nous avons nos cultures, nous avons notre foi religieuse, nos cultures africaines, en tout cas sénégalaises, tant que j'ai vu chez moi, connaissaient ce phénomène de tendance homosexuelle dans certains êtres humains, pas tous, mais certains. Et deuxièmement, plutôt, en quelque sorte, tolérer cela parce que je n'ai pas vu dans ma société, en tout cas c'est rare, quelqu'un qu'on a persécuté parce qu'il est homosexuel, mais ce n'est pas pour autant qu'on dit à ces gens-là, exhibez-vous, ce n'est pas pour autant qu'on va chercher à faire la promotion. Pour le maintien de la pénalisation, de la criminalisation. Oui, je ne peux pas dire... Pas pour la dépénalisation. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse permettre à ces gens-là de s'exposer en public de telle manière que tout le monde trouve cela normal. Très bien. Maintenant, je ne suis pas pour qu'on persécute ces gens-là parce qu'il y a peut-être cette tendance naturelle qui est en eux et qui est la première. J'aurais bien voulu avoir votre avis sur l'avortement, mais le temps est épuisé. Mais un pape noir, vous y croyez, cardinal? J'y crois. Mais j'ai toujours dit que le problème, c'est quand est-ce que ça va arriver. Avant le consistoire dernier, effectivement, quand j'ai fait la conférence de presse sur la démission du pape Benoît XVI, la question m'a été posée. J'ai dit, bon, un pape noir, ça viendra un jour. Mais quand? Et je disais, il y a des questions préalables. Est-ce que l'Église catholique aujourd'hui est prête elle-même à avoir un pape noir? Mais aussi, est-ce que le monde est prêt aujourd'hui à avoir un pape noir? Votre réponse? La réponse a été que pour l'instant, ce n'était pas le cas. Alors, ce que j'ai vécu pendant le conclave, et dont je suis très heureux, c'est que le fait que les cardinaux présents dans le conclave ont choisi un pape hors d'Italie, hors d'Europe, est un pas qui montre qu'aujourd'hui, nous reconnaissons que l'Église catholique a des centres vitaux, d'autres centres vitaux, ailleurs, autres que des centres vitaux, autres que ceux qui sont en Europe ou en Amérique. Elle continue à avoir des centres vitaux en Europe, en Amérique du Nord, mais elle a aussi aujourd'hui des centres vitaux en Amérique latine, en Afrique, en Asie. On a fait le pas en choisissant un pape d'Amérique latine. Je dis ça ouvre la voie pour que nous tous dans l'Église catholique, nous soyons habitués maintenant à voir un pape qui ne viendra ni d'Italie, ni d'Europe, mais d'ailleurs dans le monde. Le pas est ouvert et je pense que ça va faire que dans quelques années, ceux qui le verront, mais dans quelques années, un pape noir, effectivement, existera. Faut-il serrer la main ou pas? Faut-il l'accepter? Maître Massokhna Kane me demande de vous serrer la main. Ah Madame bon? la ministre. Vous Je refusez? Bon. On va essayer. Bon, voilà. Non, vous vous êtes lavé les mains. Merci, Madame la ministre, d'être venue à l'émission Les Affaires de la Cité. C'est fini pour ce soir. Rendez-vous le mois prochain, Inch'Allah. Bonsoir.